Wir gehen noch weiter von am Programm. Merci dazu, für, dass wir nach weiter Ideen mal dranhören mit der Dr. Berthe vom Observatoire de la Santé, der eben ihren ersten Rapport von dem Observatoire gemacht hat zu der Gesundheit von der Kanada zu Lützelburg. Vielen Dank, dass ihr da seid. Voilà, Also, vielmals merci, Charles. Madame la ministre, c'est évidemment un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter quelques extraits des données que nous avons collectées dans le cadre de ce premier rapport de l'Observatoire national de la santé dédié à l'enfance, à la santé de l'enfance et à la réponse du système de santé aux besoins de l'enfant. Alors, en réalité, lorsqu'on parle d'accès aux soins, on parle d'abord d'accès numérique parce que je ne sais pas comment... Ah, voilà. De quoi parlons-nous? Eh bien, on parle, il y a des définitions qui sont officiellement publiées concernant l'accès aux soins et il s'agit bien sûr de diverses dimensions dans cet accès. On parle de l'accès géographique, quelle est la distance qu'il faut parcourir pour trouver le soin adéquat. On parle de temps, bien sûr, de délai. On parle de coût également. Est-ce que l'accès est donné ou est-ce qu'il faut, est-ce que le soin est couvert ou est-ce qu'il faut une contribution? On parle bien sûr de disponibilité des professionnels et de disponibilité des infrastructures, comme Madame la ministre l'a d'ailleurs déjà évoqué en matière de santé mentale en particulier. Et puis plus récemment, l'OCDE ainsi que d'autres organisations internationales se sont intéressées à des nouvelles dimensions de l'accès. C'est l'accès numérique, c'est-à-dire est-ce que les outils numériques sont accessibles pour tous, et c'est l'accès à l'information et au travers de l'accès à l'information qui doit pouvoir être intelligible aux usagers du système de santé. Est-ce que les usagers sont en mesure de faire des bons choix? Est-ce que cette information est pertinente pour eux et est-ce qu'elle leur est prodiguée d'une manière accessible, c'est-à-dire compréhensible? Alors, nous allons balayer au travers de cette brève présentation et de quelques exemples les divers aspects de l'accessibilité aux soins pour les enfants de 0 à 12 ans au Luxembourg. Et je n'arrive toujours pas à faire avancer la diapo, donc je dois avoir un... Non, je vais en arrière. Alors, il y a bien sûr les questions habituelles de notre spécificité au Luxembourg, c'est de quelle population parlons-nous? Est-ce que nous parlons des enfants résidents? Est-ce que nous parlons des enfants affiliés? Et je n'arrive toujours pas à faire avancer la diapo. Donc, peut-être que vous allez me montrer sur quel bouton ça pousse. Je les ai tous essayés, je crois. C'est celui-là? Mais c'est merveilleux. Donc, vous voyez que ma littératie digitale a encore des progrès à faire. Et je ne vais pas rentrer dans le détail du nombre d'enfants résidents, non résidents, affiliés, etc. Mais c'est simplement pour vous donner ce petit niveau de complexité auquel nous sommes parfois confrontés lorsque nous voulons sortir des chiffres, d'une part, et utiliser ces chiffres pour planifier l'offre, d'autre part. Bien sûr, la quantification des besoins repose également sur l'état de santé de la population visée, et c'est la raison pour laquelle il est si important d'avoir des informations sur la santé des enfants et selon l'organisation des systèmes de santé, puisque certaines prestations de santé peuvent éventuellement être fournies par divers prestataires et que le choix d'un prestataire fait que ce prestataire-là va être peut-être moins disponible pour d'autres activités. Et donc, dans les soins primaires en particulier, on peut toujours se poser la question de savoir s'il faut faire appel aux médecins généralistes ou aux pédiatres ou à d'autres professionnels. Alors, je vais donc balayer de manière successive les diverses dimensions de l'accessibilité aux soins, d'abord sur le plan géographique.
Mais vous savez que l'installation des cabinets médicaux n'est pas soumise à la planification, donc c'est particulièrement intéressant de savoir si la répartition de ces cabinets répond aux besoins de la population. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris une carte du Luxembourg sur laquelle nous avons localisé les cabinets des pédiatres et puis nous avons superposé à cette carte la densité, la représentation de la densité au kilomètre carré des enfants de 0 à 12 ans. Et donc, vous voyez que selon la densité, les petits carrés deviennent verts par kilomètre carré. Et puis, nous avons utilisé les données de mobilitet.lu pour calculer le temps d'accès à ces cabinets de pédiatres que vous voyez toujours dans les petites boules bleues. Et nous avons pu ainsi démontrer que l'accessibilité aux soins pour 98,9%, donc pour quasiment tous les enfants, était garantie dans un délai de moins de 30 minutes. Cependant, évidemment, certains cabinets médicaux ne sont staffés que par un seul pédiatre et donc, si nous fermons si nous éteignons une de ces petites lumières, nous pourrons voir apparaître des zones qui sont moins bien desservies. Donc, il y a lieu là d'accorder une attention particulière pour les cabinets pédiatriques où les praticiens sont relativement âgés ou si la succession n'est pas garantie. Ça, c'est un exemple d'accessibilité géographique. Maintenant, en termes d'accessibilité financière, vous savez que tout enfant résident est automatiquement couvert par le régime de protection de l'assurance maladie, que le remboursement est élargi à 100% jusqu'à l'âge de 18 ans, sauf pour les médicaments. Cependant, il y a la question de l'avance des frais qui, pour les populations moins bien nanties, peut poser un souci. Et donc, nous nous sommes posé la question de savoir s'il existait des besoins de santé non satisfaits pour les enfants de 0 à 12 ans et éventuellement de savoir quel était le rôle des incitants financiers. Alors, au Luxembourg, vous le voyez là à gauche, il y a très peu de besoins de santé non satisfaits lorsqu'on procède par enquête systématique de manière comparable avec d'autres pays. Cependant, les inégalités apparaissent en fonction du niveau de revenu. Là, vous voyez, je ne vais pas détailler les chiffres, mais que pour les personnes qui ont un revenu en dessous de 60% des revenus médians, la problématique de l'accès aux soins est 5 fois plus importante que pour les personnes qui sont au-dessus de ce niveau de revenu. Par ailleurs, Madame la ministre l'a évoqué, lorsqu'on parle des soins de prévention et des consultations de prévention qui sont offertes gratuitement, qui sont couvertes et prévues dans la législation, on constate que tout ce qui se passe avant l'âge de 2 ans et qui est en réalité lié à cette allocation de naissance postnatale est très, très bien couverte avec 93% des enfants qui fréquentent de manière systématique ces consultations de prévention. Par contre, dès qu'on va au-delà de cet âge et qu'il n'y a plus cet incitant, bien que ces consultations soient offertes gratuitement, on voit que de manière globale pour l'ensemble des consultations de prévention, qu'il s'agisse des consultations dentaires, qu'il s'agisse des consultations médicales ou des screenings visuels et auditifs, on voit que le taux de participation globalement chute de manière très importante. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un problème d'accessibilité qui n'est pas lié véritablement au coût, mais qui peut être favorisé, l'accès peut être favorisé par des incitants. Parlons des délais, un grand sujet au Luxembourg. Cependant, c'est un sujet qui est très mal documenté.
Nous avons eu beaucoup de difficultés lors de l'élaboration du rapport à trouver des informations qui puissent être véritablement exploitables. En outre, nous n'avons pas d'informations sur l'impact sur la santé, d'informations objectives que ces délais ont sur l'impact de la santé. Nous savons, la littérature nous dit que des délais inappropriés ont un impact sur la santé, mais nous n'avons pas pu le documenter. Alors évidemment, le rapport de l'Ombudsman est riche en témoignages et permet d'utiliser cette information. C'est aussi une base objective, elle a été recueillie, mais nous ne pouvons pas la quantifier. Pour les temps d'attente dans les services d'urgence qui font régulièrement à l'occasion des épidémies la une des journaux, nous n'avons pas non plus de données exploitables malgré que le règlement grand-ducal de 2019 prévoit une collecte de données. Par contre, nous savons que le taux de recours pour les soins urgents est très élevé au Luxembourg. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous ne pouvons pas encore donner d'interprétation très claire. Nous ne savons pas, par exemple, si ce recours aux soins urgents est lié à un défaut de recours dans les soins de routine normaux ou s'il s'agit de véritables situations qui sont perçues comme des urgences. Concernant la disponibilité des professionnels qui est dans tous les systèmes de santé au jour d'aujourd'hui un goulet d'étranglement pour l'accès aux soins, au jour d'aujourd'hui, vous savez qu'au Luxembourg, la planification des professionnels n'est pas régie par des lois ou des règlements. Vous savez également que pour les surspécialités pédiatriques qui peuvent répondre à certains besoins spécifiques des enfants, il n'y a pas non plus de reconnaissance, alors que pour l'adulte et la santé de l'adulte, nous avons des gastro-entérologues, des pneumologues, des cardiologues, toute la panoplie des spécialistes, ce qui n'est pas le cas pour l'enfant, et ce qui a donc un impact potentiel sur l'attractivité du Luxembourg pour ces spécialités. Les questions auxquelles nous avons tenté de répondre dans le rapport, c'était de savoir si le nombre de pédiatres était suffisant et comment il évoluait, en tout cas, ce que nous pouvions apprendre des comparaisons internationales, si le recours à ces professionnels était efficient et quel était l'impact des non-résidents sur la disponibilité des professionnels au Luxembourg. Ici, je me focalise seulement sur les pédiatres, mais dans le rapport, vous trouverez plein d'autres informations sur les autres professionnels. Alors, lorsqu'on compare la densité des pédiatres par 1000 habitants, nous voyons que le Luxembourg se situe plutôt bien par rapport à ses voisins, un petit peu moins bien que la Suisse, mais il n'y aurait a priori pas de raison de se poser des questions concernant un manque ou une pénurie de pédiatres. Et on voit également que depuis 2012 jusqu'à 2022, la densité de ces pédiatres a augmenté par rapport à la population pédiatrique. Or, ce qu'on entend, c'est que les familles ont de plus en plus de difficultés à trouver un pédiatre pour assurer les soins de leur enfant. Ce qu'on voit également, c'est que lorsqu'on regarde l'activité des pédiatres comparée à l'activité des généralistes pour les enfants, voici ici ce que j'ai essayé de représenter, j'espère que c'est clair. Par tranche d'âge, donc en partant de l'âge de moins de 1 an jusqu'à la dernière catégorie, les enfants de 10 à 12 ans, la proportion de l'activité de consultation qui est assurée par un pédiatre par rapport à l'ensemble des consultations pédiatres et généralistes. Et on voit qu'effectivement, pour le petit enfant, l'immense majorité est vue par des pédiatres et que cette proportion diminue de manière très significative
pour être inférieur à 50% à partir de l'âge de 10 ans. Je ne vais pas... Alors, on a aussi beaucoup parlé de la proportion des enfants non résidents qui viennent chercher des soins au Luxembourg et à l'impact que cette population pouvait avoir sur la disponibilité des soins ou sur la capacité à absorber la demande. Cette analyse a été subséquente à la publication du rapport, donc elle ne figure pas dans le rapport, n'est pas encore publiée. Mais ce qu'on voit, c'est que donc, les résidents sont en vert très foncé et les non-résidents sont en vert pomme. Et nous voyons qu'au cours des années, effectivement, la proportion des enfants non-résidents qui ont été vus par des pédiatres ici au pays a augmenté et elle est passée d'environ 5% à environ 7% au cours des années. Cependant, ça n'est pas non plus majeur comme impact. C'est significatif, mais ce n'est pas majeur. Maintenant, si j'ai encore quelques minutes, parlons de la disponibilité des infrastructures. Vous savez qu'il y a des infrastructures de continuité des soins avec la maison médicale pédiatrique et les maisons médicales adultes qui voient également des enfants. Il y a une planification nationale pour tous les services hospitaliers et que les activités spécialisées pour la pédiatrie sont centralisées. Ces structures répondent-elles aux besoins et quel est l'impact du recours des non-résidents sur leur disponibilité? Ce sont à nouveau les questions que nous nous sommes posées. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des structures hospitalières, mais plutôt parler des lits qui sont occupés en moyenne par les enfants. Ici, nous avons rassemblé des données collectées par l'Inspection générale de la sécurité sociale et qui couvrent en fait l'ensemble des enfants de 0 à 19 ans. Et nous avons regardé par tranche d'âge combien de lits, l'échelle de gauche est le nombre de lits, étaient occupés en moyenne par jour. Ceci ne tient pas compte des pics d'activité lors des variations saisonnières. Nous voyons qu'au total, pour tous les enfants de 0 à 19 ans, il y a 106 lits occupés en moyenne, alors qu'il y a 128 lits généralement dédiés à la pédiatrie et aux diverses spécialités de pédiatrie, chirurgie pédiatrique et psychiatrie inclus, et soins intensifs néonataux et pédiatriques inclus, donc 128 au niveau national. Ce qui veut dire que le taux d'occupation moyen de ces lits est de 82, presque 83%, ce qui est largement supérieur au taux d'occupation des lits pour les adultes, qui se situe aux alentours de 72%. Et donc, comme je le répète, sans tenir compte des variations saisonnières. Donc là, il y a potentiellement un ajustement à faire et c'est ce qui a d'ailleurs été fait avec cette modification législative qui prévoit des lits en plus pour la pédiatrie à partir du 1er janvier 2024. Est-ce que les non-résidents pèsent lourd dans cette activité pédiatrique hospitalière? En fait, non. Contrairement à ce que l'on sait pour les maternités, où il y a environ 15% des accouchements qui sont faits par des non-résidents. Quelle est maintenant la disponibilité numérique et la disponibilité de l'information? Vous savez tous que nous avons un dossier de soins partagés, qu'il existe aussi un carnet de vaccination électronique et que le carnet de santé de l'enfant n'est pas encore électronique, mais il est sous format papier et instruit ou donne aux parents une information assez sommaire, mais une information relative aux échéances des divers examens recommandés pour leurs enfants. Ces outils sont-ils utilisés? Ces informations sont-elles aisément accessibles et compréhensibles? Ce que nous avons pu mesurer, c'est le nombre de dossiers de soins partagés qui ont été ouverts et activés pour des enfants et qui est élevé, mais nous ne savons pas quelles sont les informations qui sont véritablement partagées.
pour le carnet de vaccination électronique, excusez-moi pour la coquille, nous savons il y a un an que 244 médecins seulement étaient utilisateurs et qu'environ 8000 enfants de 0 à 14 ans avaient des données de vaccination enregistrées dans leur carnet de vaccination électronique, alors qu'il y a 90 000 enfants jusqu'à l'âge de 18 ans au Luxembourg. Nous sommes encore loin du compte et de pouvoir faire donc des statistiques sur aussi le taux de couverture vaccinale en utilisant cet outil, malheureusement. Mais donc, les outils sont utilisés de manière partielle. Et concernant l'accessibilité de l'information, en fait, lorsque nous avons voulu construire ce rapport, nous nous sommes dit, nous allons trouver un endroit où toute l'information est présente. Eh bien non. L'information, elle est très dispersée, elle est très fragmentée, il y a plein de supports différents. Il faut vraiment être très literate pour pouvoir comprendre toutes les dispositions. Elles ne sont pas souvent traduites dans diverses langues. Et vu la multiculturalité du pays, il me paraît très, très important que cette information soit mieux accessible, mieux mise en valeur, afin que chacun puisse, chaque famille, chaque enfant, chaque jeune puisse accéder aux informations nécessaires pour guider ses choix et sa santé. En conclusion, nous avons parlé de l'accessibilité géographique qui semble plutôt bien répartie. Nous avons parlé de l'accessibilité financière qui montre des inégalités selon le revenu du ménage et qui montre aussi une faible adhésion à l'offre préventive en l'absence d'incitants financiers. Concernant les délais, on voit un recours important aux soins urgents. Nous ne savons pas si c'est lié à des délais importants dans les soins de routine. Nous pouvons nous fier probablement à l'importance des témoignages, mais nous devrions pouvoir quantifier l'information. La disponibilité des pédiatres montre que les pédiatres travaillent, effectivement, assurent une énorme masse de travail de suivi pour les enfants. Et que cette activité est surtout dirigée vers les résidents, mais que le rôle des généralistes n'est pas bien défini, alors qu'il est croissant au cours de l'enfance. Et pour la disponibilité des structures, bien qu'il n'y ait pas de planification extra-hospitalière, il y a quand même une bonne répartition des cabinets médicaux, mais les taux d'occupation élevés des lits hospitaliers sont certainement un indicateur d'un besoin probablement accru en place. Dernier point, les structures ne répondent pas non plus à des principes de charte ou d'hôpital ami des bébés ou de charte des patients hospitalisés. Je pense que c'est relevé aussi également dans le rapport de l'Ombudsman. Quant à la disponibilité numérique, l'utilisation n'est que partielle et l'information elle-même est dispersée sur de multiples supports sans grande diversité linguistique. Et je vais terminer là en m'excusant d'avoir dépassé le temps de parole, probablement. Merci Madame Dr Berthet pour ces points clés identifiés pour enchaîner dans la discussion, la réflexion de ce jour. Justement, c'était en préparation, on avait dit que c'était important de se donner un moment justement de réflexion commune. Et c'est clair qu'une journée ne suffira pas. Et que voilà, il y a je crois qu'il y a dans le domaine, dans le secteur, auprès de tous les professionnels, un grand besoin aussi d'échanger et de se rencontrer, d'échanger. Afin de trouver aussi un consensus sur les priorités certainement à identifier, donc à creuser. Je propose, donc je rappelle que vous êtes
aussi de formation, donc de profession aussi, donc médecin spécialisé en pédiatrie justement avec et que certainement donc l'observatoire continuera à observer de près donc l'état de santé des enfants et des jeunes à Luxembourg. Je voulais encore demander s'il y a, on peut faire 5 minutes de questions peut-être. Est-ce que c'est possible? C'est trop. OK. C'est très serré. Voilà, vous n'avez pas de. Voilà. À moi qui ai une question spécifique. Spécifique, urgente, oui. Oui. Pardon? Oui. Donc, je crois qu'on va vite faire. Oui, tout à fait. On a une question. Oui. Oui. Il faut de. La question de la santé n'est pas prise en compte au niveau de la planification territoriale. Vous avez dit que la planification des cabinets médicaux n'est pas prise en compte dans la question de la planification territoriale. C'est très bien du sens. Et par exemple, il y a des Grecs. Je peux donner un élément de réponse. Historiquement, le système de santé a été très hospitalo-centrique et donc il a paru prioritaire pour le pays de procéder à la planification hospitalière. Mais il existe une volonté déclarée d'écrire beaucoup mieux ce qui se passe à l'extérieur des hôpitaux et de faire ce qu'on appelle, d'élaborer ce qu'on appelle une carte extra-hospitalière, pour laquelle d'ailleurs l'Observatoire national de la santé a entrepris des travaux afin d'instruire justement potentiellement une planification extra-hospitalière. Mais là, je dois laisser la parole au gouvernement et à Madame la ministre pour savoir quelles sont ses intentions dès lors qu'on dispose de données plus précises sur l'extra-hospitalier. Ja, se fir du net op alles ergang sinn op die 3 Dossien ergang die prioritär am Hirschwert nugepark mé parallel man natürlich Statuten umlaufen. An am Akkord de Koalition steht doch dran, dat de liberale Sektor méi eng visibel Platz muss kräen. Dich moment si immer wirklich am extra Hospitalier total liberalen AW. Die schiet war kann sich sto installieren, wo sich will installieren. Und du huet den Staat keinen direkten Aufschluss drauf. Es war eng Initiativ gestartet gin fir Kabinett de Gruppe finanziell zu unterstützen, aber du hast bislo nach kein Subsid ausbezahlt gin. Und noch dann aus der Kabinett de Gruppe frei sich dort zu installieren, wo wollt. Dich war wo man als Welt run inspirieren as fir Apps zu kreieren tschen dem Kabinett liberal individuell an den schweren Spidolsinfrastrukturen. De Moment gilt schon den System vun de Maison Medikalen, den relativ schnell an Platz gesagt war wie gesinn ass, dat den Hausdoktor nimi immer überall kann sinn. Dat war am Fong gedurcht fir wirklich nutzt den Hausdoktor zu ersetzen. Also aber net mat gedurcht gi am ganze System. Dann sich verschiedene Gemengen in NRW am gangen zu Centre Mediko opmachen, wo Populationun lo och net immer nënnerschiet wees tschen Maison Medikal a Centre Medikal, da so ein Konfusion in NRW. Die Gemengen hunn auch von gesinn, dat wann se Doktor wëlle beiseschale mussssen se negentfäi hëllefen mir einfach Lokalitäten ze fannen. An déi Idee will man auch mat opholen an am Österreich do gëtt zu Primärpräventionszentren, wo e ganze Katalog vu Kriterien ass die muss erfüllen. Dat is de Staat huet desideiert, ech hat gerne verschiedene Platzen am Land, Primärpräventionszentren, wo Infirmiere sinn, wo Kannerdoktore sinn, wo Generalisten bei ne sinn, an enger integrierter Approche eben primär Ulafstall sinn, mat enger klenger Polyklinik dabei, wo se boboe können an Charge geholl gin. Wir sind am Gang mat der Direktion vun der Santé mat de Spideler ze summen zu gucken, wéi man dat eventuell an de nächste Jore können an Platz kre. Van dat lo eng Antwort op froh war. Eng froh vum Adoptierten Mark. Ja, wann ich die Zollen angesehen, da klappt es bis Jahr 3 gut. Dann haben wir
Allocation postnatal. Und als der dritte legendarische Geschichte, das war's. Dann würde ich mich so. Sind wir nicht Punkt aufgeworfen, dass ich das vielleicht miss verlängern, ob die Jahre 4, 5, wenn wir dieselbe Prise en charge wollen, dieselbe Suivi. Weil alle Sensibilisations-, Präventionsmaßnahmen, formell, informell, greifen wesentlich Männer, wie den dort passt, dass sie bei 85% greifen. Da bleibt eine Disziplin und das ist ein klarer Richtlinie für ihn. Als das möglich ist, als wir über durchgehen, oder sollen da doch nicht werden. Ja, ich war vielleicht ein bisschen zu schnell für eine Menge Aufweierung. Wir haben noch den Constat gemacht, ich hatte den Rapport ganz am Anfang gut, und ich war dabei, wie er vorgestellt ist, und das hat mich auch frappiert, dass zwischen 3 und 5 Jahren da so lang ist. Wir haben ich probiert zu exposieren, dass man mit der Schulmedizin probieren, die Präkos und Maison Relais ranzukriegen, da sind wir schon auf der Schiene parallel. Es gibt Ideen für so Cours de Formation für Eltern zu machen. Es gibt Ideen für Sensibilisationskampagnen für Eltern zu machen. Und über DW, wenn du ein incitativ finanzieren und drunter setzt, da könnt ihr sehen, dass das geschieht, was zwischen 0 und 3 geschieht. Und dass man Eltern mir lange am Boot halten, für Mathe Kanner an den Bilan zu gehen, bei den Pädiatern zu gehen oder auch an Offren entgegenzuholen. Merci danke für den Appell und wir sind da auf einer Linie dafür. Ja, merci vielmals. Voilà, ich meine, das sind die natürlich auch absolute Unterstützung von dem OKJU finden, die mehr an diesem Rapport auch Rekommendationen dazu gemacht, wirklich Parcours zu machen bis zu dem Ende von der Grundschule, respektive vielleicht au-delà, weil der mögliche Parcours de Prävention wirklich zu haben, wo die verschiedenen Akteure zusammen vernetzt schaffen rundherum, und wo ihn auch immer primo arrivant en cours de route natürlich kann angreifen. Es geht auch darum, für die, die auch plötzlich kommen, en cours de route für die können an die Logik von einer Prävention, Parcours de Prävention mat können opzuhöllen, an der man den Notier von Haut an eben diversifiziert, wat alle Sujeten, die Gesundheit inklusive mental Gesundheit giffe betreffen dafür. Vielmals merci, Madame Minister, dass der Highwert, die chargierte Programm nach Ermaderbestößung noch heute Morgen und heute Mittag dabei, Direktion der Santé so vertreten, mit der Dr. Dalimonte, und dafür meine ich, dass die Sachen auch können dann mitgeholt gehen, ob Kloster, für dann bei den weiteren Diskussionen dann auch ihren Näherschlag zu finden. Und voilà, wir sind ganz gespannt, ob alles wird angekündigt, dass wie das an der Umsetzung dann realisiert wird. Wenn wir die Chantier umgehen, dann kommen wir da gut, da kommen wir da ein gut Stück führen. Vielmals merci, danke, der Highwert, und einen schönen Tag, einen schönen Sommer. Merci.